Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue donc sur ce débrief, je l'ai annoncé sur Twitter et sur Facebook. Eh bien, bienvenue, j'attends un petit peu que les gens arrivent au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ça sera un débrief sur ce qui s'est passé pendant ces 2 jours au SO Camp de Paris, le CO Camp 2017. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'audience, aussi encore une fois de plus, 500 personnes. 500 personnes qui ont assisté à diverses conférences. Voilà, on avait le petit badge, voilà, qu'on nous donne comme d'habitude. Voilà, ça avait changé, mais c'était mieux organisé au niveau de l'entrée. On arrivait tout de suite à rentrer, c'était un peu plus simple que d'habitude. Que d'habitude pour arriver et assister à ce SE Campus 2017, et bien sûr avec tout ce programme qui nous avait été donné et distribué pendant ces 2 jours. Première journée, alors ce qui était assez inhabituel, première journée tout en français, pas mal de conférences en français le jeudi. Et puis par contre le lendemain, on était avec quand même 5 conférences en anglais. Voilà, bon, voilà. Bon, après, certains choisiront ce qu'ils faire. Bon, moi, je préfère vraiment quand même qu'il y ait... On peut avoir des conférences un peu en anglais, mais je préfère bien avoir quand même des conférences pas mal en français. Donc, on a eu ce super tote bag, voilà, avec quelques... on va faire un peu la liste de ceux qui étaient là présents. One Crawl était là. On a aussi des petits goodies, voilà, Dom Raider, hein, voilà, pour ceux qui connaissent le décapsulage. Digital Pro qui avait fait un simulateur de vol. Hein, si vous voulez regarder aussi, ils avaient carrément amené un simulateur d'avion. C'est assez marrant. Le stand où on pouvait piloter un avion. Clustar, il y avait aussi Clustar, voilà. Il y avait aussi euh, Trusted Proxies, voilà. Et d'autres sponsors de cette journée. Devilink, voilà, Devilink aussi, voilà, c'était sur des choses comme ça. Il y avait quoi d'autre encore il y avait bien sûr Textbroker, voilà, qui était aussi là. Bisous à Zora, voilà, que je connais depuis quelques années déjà. Et puis, vous voyez, même j'ai eu le droit comme d'habitude, hop, mes lunettes, Textbroker, voilà. C'est assez drôle. Donc voilà pour un peu donc un stylo, un bloc-notes, hein, comme d'habitude. Et c'est parti pour cette journée, cette folle journée de, évidemment, de ces 2 jours sympathiques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 jours pour que vous ne soyez pas trop embêtés en disant oh, je vais pas le suivre, tout ça, etc. Donc, du SEO empirique au SEO data-centrique. Donc, comment piloter sa stratégie en 2017. C'était assez intéressant. Pas mal d'outils. Utiliser Google Analytics comme un voyou. Alors ça c'était vraiment super intéressant. C'était fait par Estelle Rioux que j'ai rencontré au Major Camp de Nantes, qui en fait donnait des astuces pour carrément vous faire trafiquer votre compte Analytics, ou si carrément pour faire monter artificiellement soit vos conversions, soit carrément votre trafic. Tout simplement. Donc on pourrait vous dire ah ouais vous avez super bien augmenté dans votre trafic internet, mais en fait on peut magouiller assez facilement Analytics. Je vous expliquerai comment faut faire. Puis on a eu, j'ai assisté au PBN. Alors le PBN c'est les Private Block Network. Donc c'est la stratégie aujourd'hui mise en place pour créer du lien en fait. Donc c'est une création de toute une panoplie de blogs en fait qui sont à soi et on a du contenu. Ça permet de faire des liens. Alors attention cette technique donc c'est comme disait Paul Sanchez, spam ou stratégie pérenne. Là est toute la question et c'est assez voilà ça peut être assez borderline, hein, je vous expliquerai pourquoi. Les bonnes pratiques SEO avec les frameworks JavaScript, donc là c'était fait par Philippe donc Caribou, pour ceux qui connaissent Caribou. Donc c'était surtout sur AngularJS et toutes les techno AmberJS. Est-ce que oui ou non c'est référençable ces techno au niveau du site internet? Puis après j'ai assisté aussi au segmenter son trafic, voilà, en utilisant les customs avec Google Analytics. Le retour sur AMP, alors ça c'est un truc qui était pas mal. Bon, Virginie et Clèves et Largo, hein, arrobase Largo, nous a fait un retour sur AMP un an après.
et a fait une prospective assez sympa en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé sur AMP cette année? Donc ça c'était sympa. Puis après, j'ai été voir quelques tips. Bon, ça c'était pas bon, voilà, c'était assez sympa. Utilisation de Gephi pour le SEO. Ah, ça c'était vraiment pas mal. Un outil évidemment à aller voir. J'ai été alors le lendemain matin, j'ai été voir, pas visiter, voir différentes manières de monétiser son site internet. Ça c'est assez sympa aussi, qui nous permet vraiment de voir comment on peut monétiser aussi aujourd'hui un site internet via la pub ou via l'affiliation. Enfin, j'ai été voir ah oui, pas mal de alors ça j'ai bien aimé Marie Dolé sur les tendances social média 2007. Vraiment très très bien fait cette tendance sociale média en 2017. Et la position 0 de Raphaël Doucet. Alors ça c'est vraiment comment atteindre une position 0. Donc alors bien sûr pas AdWords hein, évidemment, mais voilà, comment arriver à monter au maximum via ce qu'on appelle les Fisher Snippet, la position 0, et sortir devant tout le monde. Et ça, c'est vraiment un des bons tuyaux que nous donnait donc Raphaël Doucet, Raphaël SEO. L'après-midi, 12 secrets astuces pour booster Twitter et Facebook. On n'a pas eu Instagram malheureusement. Mais bon, il y avait des petites astuces qui sont sympas et vous verrez, c'est vraiment sympa, surtout ces invitations automatiques. Comment? Parce que cliquer à chaque fois les invitations, c'est un peu long, hein, au bout d'un moment. Et bien là, vraiment, c'est super efficace, un super truc. Qu'est-ce que j'ai été voir aussi le crawling. Ah oui, alors ça c'est Vincent Courson, un monsieur de chez Google, de voilà Google Dublin, qui est venu effectivement nous faire un petit truc sur le mobile first. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Quel est Google? Donc 2017, on va passer en mobile first. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Eh bien, je vous le dirai dans quelques minutes. Et enfin, j'ai fini cette journée par le négatif SEO. Ben oui, je l'ai eu, donc je peux vous en parler, évidemment, du négatif SEO. Et ce négatif SEO, ben, comment prévenir, comment défendre et comment il est vraiment mis en place par rapport à ça. Donc ça, c'était vraiment sympa. Donc voilà, ces 2 jours que j'ai passé au SEO Camp, et puis je vais vous faire un petit brief, donc voilà, de ce que j'ai pu voir au niveau du SEO Camp. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker aussi, voilà, faites-le, hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, ça serait vraiment sympa. Donc, on va commencer. Alors, petite nouvelle, la Search Console, selon des données donc sur l'analyse, alors c'était sur la data, alors je reprends, hein, c'était sur le SEO empirique ou data centrique. En fait, grosso modo, aujourd'hui, l'expérience qu'on a via le SEO est surtout par rapport à l'empirisme et par rapport à l'expérience. Et c'est vrai que clairement, quelqu'un qui a l'expérience dans le SEO aura aussi évidemment une meilleure compréhension de la stratégie et comment faire vraiment au cas où si j'ai envie de manœuvrer, de manœuvrer dans mon site ou d'un site client, comment je vais arriver à faire. Bon. Là, il nous donne des outils, donc c'était Olivier Tassel, nous donne un peu des outils pour pas arrêter le côté expérience et empirisme de la chose du SEO, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est on peut avoir maintenant du prédictif, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, grosso modo, est-ce que ça va faire des choses plus tard? Voilà, on va faire en fait ce qu'on appelle du prédictif, et ce qui va permettre d'aller un peu moins à tâtons et vraiment voir un peu qu'est-ce qui se passe. Bon. Comment ça se passe. Donc là, maintenant, on va dire que le SEO empirisme, oui, mais on va aussi attaquer le SEO prédictif avec du machine learning. Voilà. Donc, il nous a donné pas mal de choses par rapport, bien sûr, au log, hein, donc à l'analyse de log, etc.
Et puis, pas mal aussi d'outils de data analytics, comme Periscope Data, comme Datorama, pour mettre aussi en avant un peu plus l'analyse des data qu'on peut avoir via un autre site. Petite astuce qui est pas mal, c'était Superset, qui permettait aussi d'analyser pas mal de choses. Donc en fait, on arrive mieux à classer avec ces éléments prédictifs le côté marque et hors marque. Et tout ce que on va faire dans notre site internet, on verra mieux en fait les différents les différentes actions qu'on va faire. Ce qu'on va faire, est-ce que oui ou non, ça va impacter vraiment sur le référencement en tant que tel, en tant que tel, en tant que tel. Voilà. Donc ça c'était assez sympa. Beaucoup d'outils nous a donné pendant à peu près ces trois quarts d'heure. Alors, utiliser Google Analytics comme un voyou. Alors c'était vraiment sympa. Aristide Rioux, donc j'ai connu au Major Camp de Nantes, nous a présenté vraiment un truc assez sympa qui permettait en fait de magouiller carrément le taux de rebond d'un site internet via une variable dans le TMS qui pouvait créer une event. Donc en fait, grosso modo, il nous a prévenu de faire attention, voilà, de bien vérifier quand même si d'un seul coup votre taux de rebond descendait à quasiment zéro. Vous pouvez vous dire qu'il y en a un qui a essayé de magouiller pour vous montrer qu'en fait, bah, quand vous êtes venu chez lui, bah voilà, ça a marché, c'était super, c'était génial. Voilà. Donc non, non. Donc il nous a expliqué ça. Il nous a expliqué aussi comment arriver à générer de la conversion automatiquement sur Analytics via un outil comme le Hit Builder par exemple. Désolé, Facebook Live m'a fait un plantage sur mon portable. C'était génial, c'est vraiment super. Euh, Merci Facebook. Je demande un peu que je suis désolé. Ça a bien planté, voilà. Facebook Live vient de me planter l'application. Super, en pleine. Je regardais, et voilà, boum, planté. Merci Facebook. C'est génial, votre application est pas terrible en ce que je vois. Alors, je vais continuer. Donc, il nous disait que, évidemment, on pouvait trafiquer la conversion sur Analytics. Voilà, il y avait quelques trucs assez sympas sur le sujet. Alors, information donc par rapport au PBN. Alors c'est quoi un PBN en fait? C'est un réseau de sites internet qu'on appelait avant un peu les sites satellites. Dans un autre temps, il y a à peu près 10 ans, ça a été remis un peu au goût du jour. Grosso modo, c'est pour créer quoi? Aujourd'hui, on a des problèmes avec la génération de liens en fait par rapport au site internet, donc arriver à avoir bien sûr de la popularité par rapport à son site. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, certains ont créé ce qu'on appelle des PBN, donc beaucoup de sites. Donc en fait, une sorte de réseau, en fait, hein, tout simplement, mis en place sur différents serveurs, évidemment, pour pas qu'il y ait un espèce de dire bah tiens, il a tout mis son réseau sur le même serveur, pas terrible. Donc en fait, ce qui est le mieux, c'est de travailler vraiment sur différentes IP, évidemment, et bien sûr de récupérer des noms de domaine expirés pour avoir en fait la facilité de booster plus facilement un site internet. Le gros problème de ces PBN, c'est on va dire vraiment le côté automatisation. Ça c'est vraiment hyper important. Parce que l'automatisation de ces PBN font que bah, quelques dizaines de sites ça va aller, mais quand vous allez commencer à partir à quelques centaines, voire plus de sites par rapport à ces sites de satellites, bien sûr ça va être très dur de les mettre à jour, de pouvoir mettre le contenu automatiquement. Bien sûr on va acheter le contenu, hein, évidemment, et on va tout interdire ce qui est autour au niveau bah, de Majestic, de Href, pour éviter qu'ils détectent bah, les liens et d'éviter de se faire crawler par rapport à ce PBN. Alors, il faut savoir que ce PBN, évidemment, ce qui est central, c'est ce qu'on appelle le money site, donc c'est lui en fait qui va être là pour faire la conversion. Alors attention, hein, ces PBN là
c'est quelque chose à manipuler. Vraiment, il faut avoir une vraie connaissance quand même du référencement. Tout le monde, je vous conseille pas de vous lancer à faire des PBN en vous disant, ouais, c'est bon, j'ai trouvé la formule magique, c'est génial, c'est top. Je vais faire ça et comme ça, je vais pouvoir ranker quand même à boule sur Google. Bon, mais méfiez-vous, c'est du temps. Évidemment, ça va être de l'argent. On estime à peu près que bah, faut acheter le contenu, faut mettre en place, faut acheter le serveur, faut acheter des noms de domaine expirés, c'est le top, et ne pas créer pour gagner du temps. En fait, on est là vraiment dans des techniques assez black hat, voire grey hat, si c'est bien fait. Mais est-ce que ces technologies, est-ce que cette technique va être pérenne? On est-ce que Google aura la facilité à un moment donné de pouvoir évidemment remonter un réseau de sites, retrouver les personnes qui sont évidemment à la tête de ce réseau de sites? Bonne question. Bonne question. Donc c'est ce que disait Paul Sanchez sur cette conférence. Pas évident, pas évident à manipuler. Va falloir vraiment manipuler ça avec des pincettes, être très 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 fin pour éviter bien sûr qu'on se fasse remonter par rapport à ça. Donc voilà par rapport au PBN selon Paul Sanchez. Le framework JS donc a été fait par Search4Site avec donc Philippe Yonnet et un de ses assistants. Grosso modo, tout ce qui est Angular JS, tout ce qui est Ember JS, tout ce qui est Backbone JS, grosso modo référençable. Voilà. Alors, c'est crawlable, c'est indexable. Après, c'est pas du tout évident que ça soit évidemment, donc selon eux, hein, ce qu'ils ont pu en sortir, c'est pas évident du tout. Hein. En plus, on utilise ce que Google nous disait du HTML5 et du push state, qui est une vieille techno par rapport à ça. C'est pas évident. Peut-être qu'au final, l'Angular V2 un peu plus, mais encore, ça reste très très limité. Ça reste très très limité pour bien bien booster un site internet. En tout cas en JS. Il faut vraiment faire auditer le site, enfin dans le sens comment voit Google, enfin en tout cas le robot de Google, comment il le voit clairement en JS. Ça sera vraiment intéressant et de voir si effectivement il permet ou pas de voir le contenu. Ça c'est super important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour un peu contrer tout ça? Comment on peut faire si vraiment le développeur, parce qu'effectivement, côté développeur, tout ce qui est AngularJS et tout ce qui est Ember.js est assez simple à mettre en place. Et, enfin, pour eux, est super simple. Par contre, du côté SEO, c'est vraiment une catastrophe. Donc, on va utiliser des choses comme PhantomJS ou Casper.js qui vont plutôt essayer d'arriver à générer en fait des pages tout simplement en HTML. Ça sera vraiment le mieux pour arriver à faire ça. Par contre, React.js et API.js serait un petit peu mieux, irait un peu mieux là-dessus. En tout cas, toutes les technologies JS aujourd'hui, on va dire au niveau du SEO, va être assez difficile, comme ça, brut de coffrage, sans avoir une couche SEO, avoir une réflexion SEO, va être assez complexe, évidemment, à pouvoir ranker. Donc bien sûr, tout dépend du projet web que vous faites. Hein. Si c'est un projet web où vous attendez pas à faire du SEO, c'est un truc d'événement, ok, on va y aller, c'est pas un souci. Par contre, si vous êtes dans un domaine concurrentiel, vous arrivez avec un site en JS, évidemment, ça sera catastrophique pour vous, malheureusement. Malheureusement. Virginie Clèves donc nous a fait vraiment un retour sur l'AMP par rapport à l'année dernière. Donc AMP, donc Accelerated Mobile Page, qui permet toujours voilà d'accélérer. C'est ce que vous voyez dans les carousels quand vous êtes sur le côté mobile de Google. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait ça a boosté énorme. Ça a boosté énorme en quasiment un an. Plus en plus, il y a 850 000 domaines qui sont aujourd'hui en AMP. Donc c'est pour vous dire la puissance du principe de
la mise en place de cette AMP. Bien sûr, on voit de plus en plus le carrousel en place au niveau du mobile. Donc bien sûr, ça peut donner une position qui est beaucoup plus haute sur Internet dans la version mobile, sachant qu'on est à peu près aujourd'hui à 65% de mobinautes. Vous imaginez comment on peut arriver très très haut dans les résultats. Alors, par rapport à l'année dernière, les gros changements qui sont passés, c'est effectivement surtout le côté média. Donc les médias, Figaro, Le Monde, Nouvel Obs, tout ça, enfin des 20 minutes, Huffington Post, étaient dessus cette partie, euh, toute cette partie en fait de personnes, pardon, qui étaient dessus. Maintenant, c'est en train de se bouger en fait, c'est en train de bouger sur le côté surtout, on va dire, e-commerce et informations annexes par rapport à ça. Alors, deux sites qui sont mis en place, qui étaient pas, c'est ampbyexample.com, qui sont assez intéressants pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donne et comment je peux créer mon site en AMP, puisque c'est évidemment un nouveau site internet qu'il faut faire en AMP. Et attention, par contre, c'est hyper rigoureux. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'erreur dans votre site internet et dans le code HTML AMP de votre site. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors, depuis août 2007, le e-commerce donc est arrivé évidemment dans la partie AMP. Il y a les nouveautés, les suggestions mis en avant aussi en AMP. Par contre, quelques conseils à faire deux profils Analytics, évidemment. Un pour votre site en AMP et un pour votre site classique. Voilà. Donc AMP est bien parti, clairement. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien parti. Alors, on continue par rapport à Gephi. Alors on a eu droit à une démonstration de Gephi qui était assez intéressante, clairement, pour voir comment on arrive à mieux conceptualiser en fait son site internet. C'est important, c'est pas évident des fois de voir comment émailler son site internet, comment structurer son site. C'est assez complexe. Grâce à Gephi, en fait, on arrive à mieux comprendre par une vision, entre guillemets, donc par rapport à tout ce qui est lien, etc., lien interne, voir un peu les silos qui ont été faits au sein des sites internet. Donc là, franchement, le conférencier qui était là était vraiment intéressant. Il manipulait très très bien l'outil et nous a fait vraiment en quelques mouvements, en quelques minutes, il a vraiment su nous donner envie. Hein. Donc c'est Simon Georges exactement. Simon Georges nous a vraiment montré Gephi pour le SEO et nous permet, voilà, en quelques minutes, il nous a montré ça, comment arriver vraiment à mieux voir son site internet en termes graphiques en fait, et voir un peu le maillage interne de tout ça. Donc voilà, c'était le dernier, la dernière partie qu'il y avait cette journée du jeudi. Donc en résumé, assez sympathique entre voilà, entre SEO empirique et le côté maintenant prédictif du SEO. On pouvait manipuler bien sûr très facilement de l'extérieur, donc un concurrent peut très bien manipuler en fait vos statistiques analytics. Voilà, il faut le savoir, c'est techniquement possible. Les PBN, attention à manipuler évidemment avec des pincettes, je le conseille, hein, n'allez pas trop vous amuser tout seul en n'ayant pas de connaissances sur ce sujet. Les frameworks JS, aujourd'hui pas de solution, pas trop de solutions. Purement JS, on n'aura pas trop de solutions sur le sujet. Et puis voilà, AMP, oui, voilà, AMP boost, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et enfin, Gephi par rapport à ça. Alors, voilà en résumé de cette première journée. Deuxième journée, tout aussi intéressante.
Quelques cas concrets de monétisation de monétisation de sites internet qui étaient assez intéressants. Bon, bah, chose assez connue. J'ai pas vraiment, là franchement, j'ai pas vraiment trop appris parce que je connaissais quand même pas mal de techniques comme AdSense, comme l'affiliation évidemment. Bon, du contenu sponsorisé. Bon, qui aussi c'est pas vraiment une révolution, c'était connu depuis un moment. Euh, voilà, de l'affiliation dans des groupes ou de création de groupes pour faire de l'affiliation pour gagner de l'argent. Bon, c'est peut-être le. Bon, après, c'est un dérivé, bien sûr, par rapport au site internet, mais on est toujours. Si on arrive à créer une communauté, on arrive à gagner de l'argent via l'affiliation dans des groupes très précis, niche. Donc là, j'ai pas vraiment. Bon, peut-être que d'autres personnes n'avaient pas les clés ou les outils pour ça, mais bon, l'affiliation, c'est pas d'aujourd'hui. Entre nous. Ah, alors ça, c'était vraiment sympa. C'est les tendances sociales 2017, fait par Société Candar, Marie Dolé. C'était vraiment très intéressant. J'ai trouvé vraiment les tendances sociales sympas et des bonnes prospectives par rapport à 2017. Alors, la première chose qui était vraiment effectivement bien vue par Marie Dolé, c'est le côté que les réseaux sociaux ne sont plus du tout dans le côté distractif. Voilà. On n'est plus, je vais sur Facebook, sur Twitter, juste pour m'amuser, juste pour me détendre, etc. C'est vraiment devenu un usage quotidien. C'est-à-dire, voilà, on est vraiment parti dans un usage quotidien des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, Pinterest, euh, Medium, Periscope. On est vraiment, voilà, parti dans cette évolution du réseau social distractif, parce qu'on jouait beaucoup au départ, hein, Facebook, voilà, il y a Farm Village, Candy Crush, qui n'a pas joué me jette la première pierre. Euh, voilà le premier point. Le deuxième point, c'est la réalité augmentée ou virtuelle. Voilà. Là, c'est vraiment aussi un point qui est assez fort. Grosse tendance de tous les médias, en général sociaux, que ce soit Snapchat, que ce soit Facebook, avec Oculus. Voilà, ils sont partis là-dedans. Elle nous a fait même une petite démo qui était assez sympa, c'est-à-dire que on va se retrouver en tant qu'avatar virtuel euh, en direct, dans des événements en direct. Bon, voilà, c'était assez sympa à regarder. Et puis il y a une évolution. Il y a une évolution aussi du contenu qu'on met évidemment dans les sites internet. On était à des contenus plutôt statiques. On est plutôt dans des contenus plutôt enrichis avec des images et des vidéos. Et maintenant, on est plutôt dans des contenus interactifs, commentaires, avis. Donc ça a bougé. Et par rapport à ça, on est plutôt dans des contenus plutôt aujourd'hui distribués. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un avant-après, clairement. C'était pas mal. Le graphique était vraiment sympathique. Je vais essayer de vous le résumer. C'est-à-dire qu'en fait, on a un éditeur de contenu qui est au cœur du réacteur, qui va aller donc sur du site ou du blog, qui va aller sur de l'apps, qui va aller sur de l'IoT, qui va aller sur de l'apps, du Messenger, type WhatsApp, et puis il va aller aussi du côté, bien sûr, de social media, le Discover, l'AMP Google, l'Instant Article, et puis sur des médias distribués du type JDD, du type Medium, du type French Web. Donc en fait, le cœur du réacteur de l'édition de contenu a bougé en fait en quelques années et on n'est plus là en fait pour avoir son propre contenu, mais on est là en fait surtout pour le distribuer sur différents médias et c'est vraiment super important. Et à partir de ce moment-là, le contenu aussi évolue. Le contenu évolue, c'est-à-dire qu'on a bon d'abord une stratégie sur chaque canal qui doit être mis en place. On va pas communiquer sur Twitter comme sur Facebook, comme sur Pinterest, comme sur Instagram. C'est évident, et ça, elle a redit, et là je suis 100% d'accord avec elle. Mais surtout, c'est des nouveaux formats narratifs. Donc on a le snap journaliste, on a le drone,
On a le journalisme participatif, l'immersif et le conversationnel. Donc tout ça, en fait, ça a évolué. Ça a permis vraiment d'être évidemment mis en place et on va le voir de plus en plus. C'est-à-dire que le contenu média va évoluer de plus en plus. Quatrième point qui était aussi intéressant, c'est le chatbot. Hein, le chatbot, évidemment, l'arrivée des chatbots, c'est pas aujourd'hui, hein, on va dire. Mais c'est vraiment assez sympa de pouvoir évidemment voir ces chatbots qui nous permet on va dire, évidemment, d'automatiser la relation client. Alors, quatre types aujourd'hui de chatbots. Je ne sais plus combien. Enfin, elle nous a sorti un chiffre assez hallucinant du secteur des chatbots qui était en plein boom. Donc, on a quand même quatre types de bots. On a le bot de news, le bot de shopping, le bot d'entertainment et le bot sensoriel, si je ne me trompe pas. Donc voilà les quatre bots qui sont aujourd'hui mis en place. Alors bien sûr, elle nous a montré un exemple avec Adidas qui nous disait voilà, effectivement, on est sur les messageries, Adidas est sur les messageries, et en fait, mais quand même, ils gèrent les communautés sur des points spécifiques en fait de leur gamme, mais par contre, ils n'utilisent pas de bot. Voilà. Alors, en fait, grosso modo, le chatbot a ses limites. Par rapport à tout ça. Donc, il faut éviter, évidemment, de mettre du chatbot dans les communautés qui sont très très précises, mais il faut vraiment qu'il y ait des humains qui répondent à ça, car là, le chatbot ne pourra pas rentrer là-dedans. Chose sympa en cinquième point, le fameux Q&A, donc les questions-réponses, comme Quora, comme Yahoo Answers, qui existait à une époque. Et il y avait une chose voilà, il y a une évolution qui arrive. Donc elle nous a montré un exemple avec Fenda en Chine. Et c'est sympa, le concept est sympa. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que ce soit des personnes qui répondent et qui font des questions et réponses, en fait, on va payer un people pour qu'on lui pose des questions pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et ça sera ses fans qui vont payer, en fait, pour pouvoir poser des questions à leur star favorite, à leur chanteur, chanteuse, groupe, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Il commence à y avoir un Américain qui est sur le sujet depuis quelques temps. Et la Chine commence à se développer pas mal avec Fenda sur ce sujet-là. Et c'est assez sympathique, c'est assez sympa. Et j'ai trouvé ça vraiment, on va dire, frais comme information. Sixième point, le marketing d'influence. Bon, ça on le sait, hein, les avis, les commentaires influencent évidemment l'achat, mais va jouer aussi sur la marque en fait. Va jouer en fait sur la notoriété de France, sur la notoriété de marque, excusez-moi. Juste deux petits points qui est vraiment assez sympa qu'elle nous a relevé. 15 millions de Français laissent un commentaire. Et 31% des Français sont des gens qui font des avis. Donc ça montre bien que aujourd'hui, c'est ce qu'elle nous a expliqué, la marque est en train de bouger en fait. Et c'est plus elle en fait qui va vraiment, on va dire, faire sa propre vision, mais en fait on va avoir aussi une vision par rapport, euh, par rapport aux influenceurs en fait. Et c'est ce qu'elle nous parlait par rapport à ça, c'est que on va avoir de plus en plus non pas des influenceurs hyper connus qu'on va pouvoir suivre, soit sur YouTube, soit sur Insta, etc. Mais on va avoir aussi l'apparition de micro-influenceurs qui vont en fait évidemment booster une marque. Voilà, et ça va être des influenceurs de niche, on va dire, qui vont apparaître. Et ces marques vont s'intéresser de plus en plus en fait à ces influenceurs, parce qu'en fait, ce qu'ils remarquent, ils remarquent en fait tout simplement que ces influenceurs, tout simplement, euh, euh, ont plus en fait de communautés interactives que le gros influenceur en fait, qui effectivement qui a peut-être des milliers, centaines de milliers de personnes, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'interaction par rapport à ce qu'il dit. Voilà. Donc on rentre de plus en plus dans un système social noté en permanence. C'est-à-dire la marque, le produit,
le service va être noté maintenant en permanence. Et c'est plus la marque en fait qui va décider voilà de pouvoir promouvoir facilement et en faisant croire à des gens facilement que le produit, le service est merveilleux, est formidable, etc. Donc voilà, voilà un peu ce principe-là. Facebook, on en a parlé, bon, c'est une pieuvre hein, aujourd'hui avec ses innombrables rachats. C'est très très important. Fait que bah voilà, Facebook évolue dans le sens qu'ils veulent arriver un peu sur le terrain de Google, on va dire, pour arriver en fait à enfermer tout simplement son visiteur dans leur environnement social. Et c'est une évolution, hein, tous hein, essayent d'arriver à ça, c'est-à-dire d'arriver à que ça soit plus en fait des points de juste, on va dire, de distraction, mais c'est plutôt des points voilà, où je vais avoir un usage quotidien, où je vais revenir, en plus régulièrement dans la journée, et je vais vraiment, ça va être un point de départ pour avoir de l'information. Que ça soit une recherche locale, que ça soit pour chercher des photos, que ça soit pour trouver du wifi, que ça soit pour trouver un commerçant, que ça soit pour trouver une marque, voilà, un produit. Ça va être vraiment ça, ils veulent aller dans cette typologie-là. Ce qui fait qu'en fait, grosso modo, en 9e point, le social commerce est en train de bouger. C'est-à-dire que il faut savoir qu'à peu près, par rapport à certains autres réseaux sociaux, si on prend le cas de Pinterest, autant que Facebook c'est un point de destination, autant que Pinterest c'est un point de départ. Et en fait, ce qu'ils ont pu s'apercevoir, c'est que les gens trouvent un produit sur Pinterest et vont l'acheter. Ou alors, pas mal aussi, enfin les 3 quarts, ont acheté après avoir vu quelque chose sur Pinterest. Donc Pinterest, quand même un média social assez, assez peu vu, enfin connu, je veux dire par là, en termes par rapport à du 1,9 milliard de Facebook, effectivement. Mais Pinterest a quelque chose de plus au niveau de la vente, clairement. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que je trouve que Pinterest, les marques n'y vont pas assez, pensant tout simplement une question de volume. En disant, bah oui, sur 1,9 milliard, j'ai touché, machin, etc. Pas dit. Pinterest est plus je vais dire, dans un cycle d'achat média social par rapport à Facebook. Alors Facebook, évidemment, il y aura du volume, mais Pinterest, il y a vraiment le côté plus ce cycle d'achat. Alors ça c'est intéressant et j'en parlais il y a quelques mois avec une société et deux grosses sociétés qui me disaient qu'ils étaient complètement pollués par les emails. Effectivement, les deux sociétés étaient arrivées à ça, qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre, ils perdaient un temps pharaonique et phénoménal dans le côté traitement de leurs emails, traitement aussi des forwards, enfin bon, on n'en peut plus. Et en fait, grosso modo, on va arriver, grâce aux médias sociaux aussi, arriver en fait à arrêter d'envoyer du mail pour rien, et plutôt travailler avec les réseaux sociaux au niveau de la conversation pour que ça aille plus vite. Et qu'on arrête de faire du traitement de mail à gogo, pour des fois rien. Juste certains, ouvrir le parapluie pour au cas où s'il arrive un pépin. Et effectivement, Facebook est parti là-dessus dernièrement, enfin l'année dernière, sur le sujet des réseaux sociaux professionnels. Et je pense qu'effectivement, il faut vraiment arrêter un peu de voir l'email comme un outil conversationnel, mais plutôt partir peut-être dans les réseaux sociaux. Ce qui va impliquer, et plutôt impacter, certaines entreprises qui refusent ça. Certaines entreprises qui refusent totalement de travailler avec les réseaux sociaux. Ce qui pour moi est une aberration totale, car le côté conversation et réseau, c'est-à-dire de vraiment créer un effet de groupe, va être fait via ce média social et pas par les mails. Donc j'insiste sur le fait que travailler plutôt évidemment sur les médias sociaux
à ce niveau-là. Donc voilà, c'était les quelques points des tendances médias, médias sociaux 2017. Vraiment très intéressant. J'ai passé vraiment 3 quarts d'heure de conférence assez sympa. Pas mal de chiffres et pas mal de prospectifs et de mise au point par rapport à 2016 pour arriver à attaquer 2017 correctement. Alors, chose intéressante, la position 0 de Google, on en parle depuis quelques mois déjà. Attention, il ne faut pas confondre déjà la position 0 avec ni le knowledge graph, donc ce qui est à droite des résultats, avec des fois des photos, etc. Donc ça n'a rien à voir du tout. C'est pas la position 0. Pas confondre aussi les blocs d'images. Ce ne sont pas aussi, ce ne sont pas aussi des réseaux sociaux. Ce ne sont pas, excusez-moi, la position 0. Et puis ne pas confondre aussi les PAA, donc les questions-réponses aussi qui peuvent être faites. C'est pas non plus position 0. Alors, pourquoi cette position 0 est apparue sur Google depuis quelques mois? Donc, c'est Feature Synthèse, c'est-à-dire quand vous faites par exemple qui est Arthur, qui est Verlaine, etc. Donc vous avez un bloc qui apparaît en haut avec la réponse et un lien. Et bien tout simplement, c'est que Google est en train de partir d'un moteur, on va dire, classique, un moteur, on va dire, plutôt conversationnel, où on aura plutôt des réponses à nos questions et non pas des résultats qu'on va trier nous-mêmes et qu'on va essayer de trouver nous-mêmes. Deuxième chose, il est de plus en plus mobile. Donc aussi, ça va aider à avoir une réponse tout de suite au lieu d'aller chercher et d'arriver. Et on est en mobilité, des fois, tout le monde n'est pas en 4G, évidemment. Et puis, il y a aussi le côté surtout vocal. On dit que 50% de la recherche se fera dans l'avenir en vocal. Et donc, il faut qu'ils comprennent les questions pour pouvoir vous répondre. Ah, bien sûr, il y a des choses comme Siri, comme Google, OK Google, qui sont déjà là, et ou l'assistant Google, Google. Voilà. Il y a déjà ces choses-là qui sont mises en place, mais la position en fait 0 répond à l'évolution de Google au niveau de la conversation. Donc en général, c'est des requêtes de mots-clés assez longues avec les comment, qu'est-ce que, quel, qui, c'est quoi, des symptômes, des définitions et comment faire. Voilà. C'est à partir de ça qu'on va avoir souvent des réponses qui vont être faites en position 0. Alors, ça va être soit en forme de paragraphe, soit en forme de liste, en fait, grosso modo. Alors, ces positions 0, il est clair, donc selon l'étude qui avait été faite, c'était pas mal, hein, c'était Raphaël Doucet qui a fait une bonne analyse, hein, qui est assez sympa, ne sont pas à vitam aeternam à une seule personne. Ça évolue énormément. Donc la position 0, c'est pas parce que vous avez un concurrent que d'un autre côté vous n'arriverez pas à arriver à capter en fait la place. Hein. Tout n'est bien sûr jamais acquis dans Google. Et ceux qui se prétendraient arriver à vous donner la position 0, ils vous font de la flûte totale. Hein. Ça sera du pipeau total. Donc, grosso modo, ce qu'ils ont pu remarquer, selon une étude qu'ils ont fait avec SEMrush, si je ne me trompe pas, 77% des positions 0 sont dans le top 3. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes numéro 1, vous êtes en position 0 en termes de réponse. Non, non, c'est pas dit. Donc vous pouvez être 2 ou 3 et sortir en position 0. Et donc vous imaginez que l'évolution qu'il va y avoir en termes de CTR si les gens cliquent dessus. 19% des P0 étaient dans le top 4 et 6 des résultats de la première page. Et 3% étaient entre 7 et 10. Et alors après, c'était rien. Hein. Donc c'est clair. Donc grosso modo, si on veut aller par là, quasiment, il faut être dans la première page, enfin en tout cas dans les top 3, pour arriver à avoir la position 0 au niveau de Google. Alors, évidemment, comment on fait? C'est du travail de contenu pour pouvoir en fait faire comprendre à Google qu'on peut répondre à cette question-là. Voilà, tout simplement. Petite info qui était assez sympa, c'était answersthepublic.com qui permettra en fait de trouver les questions posées en fait par les internautes en général.
Donc voilà sur cette position 0 qui est assez évidemment sympathique. Euh, et bien sûr, où tout le monde va essayer d'aller booster en 2017 pour avoir bien sûr le plus de trafic. Évidemment. On est là pour ça. Alors, quelques points. Donc ça c'était Julien Anouilh, 12 secrets astuces, donc Twitter, Facebook. Bon, j'ai pas trouvé qu'il y avait bon, c'était surtout des petites choses qu'il fallait se rappeler. Il y avait des petites astuces. Enfin, il y avait un chiffre qui était assez sympa, c'est que par exemple, si vous avez Twitter Cards, vous avez 43% d'engagement supplémentaire par rapport à un tweet classique. Bon, ça m'étonne pas, puisque évidemment on a enrichi le partage cette card. Donc voilà, oui, effectivement, c'est un bon chiffre. C'était assez important de rappeler que Twitter Cards, il faut le mettre en place. Maintenant, par rapport à Facebook, qu'est-ce qu'il a pu remarquer, qu'est-ce qu'il a pu faire, etc. Clairement, faites vérifier votre fanpage. Plus vous faites vérifier votre fanpage, plus vous allez en fait arriver à évidemment monter dans les résultats de Facebook. Donc plus de téléphone. Bon, comment on fait pour vérifier? Soit vous avez un coup de téléphone, soit vous vous envoyez un cabis et vous aurez la petite coche grise qui est sur votre fanpage. La petite coche bleue, là, le rond avec la coche bleue, c'est sur les stars et les people, hein, ou les grosses entreprises. Vous ne l'aurez pas en tant que PME, PMI ou entreprise ou personne. Voilà. Ah oui, petite chose intéressante. Ça j'ai mis, donc c'est des petites choses assez bien. Si des gens vous spamment votre fanpage, alors évidemment, j'en parlais dans les formations, euh, au niveau des mots-clés, donc il y a le filtre injure et on peut rajouter des mots-clés qui peut être assez pénible pour certaines personnes. Rajoutez le HTTP ou HTTPS si vous voulez pas vous faire spammer dans vos commentaires par des gens qui veulent faire du business sur votre dos, sur votre fanpage. Voilà. C'était assez sympa. Évidemment, il y avait une astuce qui était bien aussi, c'était sur l'automatisation des invitations via JavaScript. Donc c'est très dur parce que quand vous avez beaucoup de likes par rapport à ça, euh, quand vous mettez en fait euh, en place un peu beaucoup de likes, en fait les gens ne like pas des fois la page, mais like seulement l'article. Donc le problème c'est quand vous avez 180 personnes qui ont liké l'article et non pas la fanpage, c'est un peu bêtant. Faut essayer d'arriver. Alors j'avais fait une vidéo sur le sujet sur YouTube qui est retrouvable hein, sur ma chaîne Frédéric Pisson sur comment faire et un peu l'astuce, cette petite astuce là. Donc allez jeter un petit coup d'œil sur le sujet. Sur le côté, donc il nous donnait en fait le truc qui était sympa, c'était via un site, vous pouvez automatiser en fait ces invitations. Donc ça c'était vraiment sympa, sympa par rapport à ça. Donc voilà, quelques petites choses. Alors ça sera vraiment 2017. On va connaître enfin. Donc il nous en parle depuis novembre 2016. Donc ça, ça a été fait par un intervenant de chez Google, chez Google. Donc ça, c'est vraiment la chose qui va se passer en 2017 et qu'il va falloir bien prendre en compte. C'est la fameuse prise en compte du mobile first. C'est-à-dire que en 2015, on a connu le passage du responsive design sur le côté mobile Google. Attention, je dis bien le côté mobile. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en responsive design aujourd'hui sur le mobile, bah, vous allez avoir du mal à pouvoir ranker, clairement. Mais en 2017, il est clair et net aussi que si vous n'êtes pas en responsive design sur Google, desktop, vous ne pourrez plus non plus arriver à avoir des positions hautes. C'est clair et net. Ça a été dit, c'est clair. Google change sa manière de penser et ça va être vraiment une évolution aussi majeure dans son algorithme. Donc il est clair que tout site qui ne sera pas en responsive
design en 2017, sur la version search comme sur la version mobile, va perdre des positions. Clair et net. Ce passage de nouvel algorithme, alors là ça a été un flou artistique. On a essayé par 2 fois, essayer de lui demander alors ça sera quand, tout ça, etc. Ils sont à l'heure actuelle en période de test. Donc par rapport à ça, comme ils sont en période de test, il peut pas nous confirmer une date. C'est clair et net. On n'a pas de date sur le sujet à quel moment on va arriver évidemment à ce passage-là. Moi, bon là ils sont déjà en test initiaux. Je pense qu'ils attendent quand même que, grâce on va dire à des news constantes par rapport à ce sujet, ils essayent encore de pousser les gens à aller de plus en plus sur responsive design. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de sites qui ne sont pas encore sur le sujet. Donc, ils attendent encore à faire des effets d'annonce pour arriver que les gens de plus en plus arrivent au responsive design pour pouvoir mettre enfin le search en place. Voilà, c'est clair, c'est ce qui va risquer d'arriver. Alors, il est clair que si vous voulez voir vraiment votre site en responsive design et voir comment Google Bot le voit, c'est via le Google Webmaster Tools ou alors la Search Console, par exemple, que vous pouvez faire explorer comme Google et vous prenez par défaut le smartphone. Et comme ça, vous verrez vraiment si votre site est visible par Google. Et ça, c'est vraiment important. En tout cas, le Google Bot. C'est pas Google en lui-même, c'est le Google Bot qui doit être évidemment comment il voit votre site internet. C'est clair et net. C'est comment il le voit au niveau du responsive design. S'il ne le voit pas, s'il y a du contenu qui est pas visible sur la version mobile aussi en même temps, vous risquez en fait que votre site soit déclassé, tout simplement. Et c'est vraiment un problème. Donc, n'oubliez pas qu'il y a 2 bots. Il y a un bot pour le mobile, un bot pour le desktop. Et voilà. Si vous avez un site en responsive, ça ne sera pas un problème. Vous allez passer 2017 comme une fleur. Si votre site aujourd'hui n'est pas encore en responsive design, vous allez avoir énormément de mal. Alors maintenant, responsive design, AMP, qu'est-ce qu'on fait? On garde une version desktop, comment ça peut marcher? Alors si je reviens à quelques minutes, je vous parlais du Virginie Clev et de l'AMP. Elle a une perspective que dans les 2 ans, Google News va disparaître, au profit sûrement de l'AMP. Bon, pour l'instant, c'est une vieille techno, hein, Google News, ça date de 2003. Ça risque de disparaître, clairement. Et par rapport à ça, est-ce que je vais plutôt sur l'AMP? Je pense qu'en fait, ça va dépendre toujours pareil du projet. C'est clair que les versions desktop sont amenées à disparaître. Faire une version mobile, pourquoi pas, si il n'y a pas de problème de crawl en fait. Hein, voilà. Donc il faut vérifier toujours pareil. Est-ce que mon contenu est aussi efficace que sur la version desktop, mobile ou responsive design? Voilà. En tout cas, c'était vraiment sympa. On a réussi quand même à avoir pas mal de questions, de réponses à nos questions sur le sujet. C'était quand même assez interactif avec donc Vincent Courson de chez Google qui est venu spécialement de Dublin. Pour finir ce côté-là, on va finir mal avec le négatif SEO. Alors, certains ne croient pas que ça existe. Je peux vous dire que moi, j'en ai eu un dernièrement, négatif SEO. Alors, c'est quoi le négatif SEO? C'est tout simplement, c'est des gens qui sont là pour vous faire du bien à votre site. Non, je rigole, au contraire. Ils sont là plutôt pour vous faire du mal, pour essayer de vous pourrir en fait votre positionnement ou une page, tout simplement. Donc c'est vraiment problématique et ça serait plutôt le côté comment on va faire pour arriver à s'en défaire ce négatif SEO. Alors, il me semble pas que Google a des solutions à apporter à ce sujet. Je pense qu'il essaye de travailler sur le sujet, mais c'est à vous vraiment de vous débrouiller. Alors, quels sont déjà les types de négatif SEO qu'il peut y avoir? Alors, il peut y avoir le in,
donc qui est plutôt sur les liens en général. Bourrage de mots-clés, bourrage, excusez-moi, de liens, soit sur la home, soit sur une page spécifique, c'est ce que j'ai connu dernièrement. Comment on peut faire? C'est supprimer la page. C'est supprimer la page qu'on a malheureusement, qu'ils ont essayé de tuer, et essayer de désavouer les liens dans la Search Console, évidemment. Il y a un fichier à ajouter dedans, et vous pouvez ainsi les désavouer. Le problème qui peut se passer, c'est en fonction du nombre de liens qu'ils vous font. Alors, la méthode bourrin très rapide serait la plus mauvaise en fait pour eux parce que il y aurait une détection plus rapide du côté négative SEO et que les gens ils veulent vraiment faire montrer que vous êtes vraiment négative SEO. Le côté plutôt malicieux qu'il peut y avoir, c'est le côté on va faire un peu de liens de temps en temps, pourri évidemment. Comme ça, ils vont pas le voir, ils feront pas attention et c'est plus malicieux, clairement. C'est beaucoup plus malicieux. Et c'est beaucoup moins perceptible si vous faites attention à surveiller, bien sûr, vos liens. Dans tout état de cause, je vous conseille régulièrement d'aller jeter un coup d'œil sur vos liens externes qui pointent sur votre site internet. Ça, c'est vraiment hyper important. Et aussi, à regarder aussi vos liens internes sur quoi ils pointent. Ce qui peut se passer, c'est que des petits malins, si vous avez des liens pourris qui renvoient sur des sites un peu vieux, ils pourraient très bien faire des faux sites en fait internet qui auraient, on va dire, du code malicieux ou des choses comme ça, et vous pourriez en fait vous être vu comme quelqu'un qui est un très mauvais voisinage de liens externes. Donc méfiez-vous de bien supprimer aussi vos erreurs 404 sur votre site internet. Ça peut jouer aussi là-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle le out. Évidemment, le duplicate content. Le duplicate content est un truc qu'il faut faire extrêmement attention aussi par rapport à ça. Autre chose qui peut arriver, c'est l'injection HTML de code. On va remodifier les balises Can-Nicole par exemple. On va essayer de jouer à ça via le duplicate content, donc faire croire que c'est pas moi, c'est lui qui a le contenu. L'analytics spamming, j'en avais parlé il y a quelques minutes. Et puis aussi le negative branding qui peut arriver, donc c'est via des faux avis bidons sur différents sites internet, Google Suggest aussi, qui peut arriver par rapport à ça. Donc voilà par rapport à un résumé donc de ces 2 jours de ce SEO Campus 2007. J'espère que ça vous a plu. Likez si vous voulez, hein, si vous avez plu. Likez pas comme ça, mais likez plutôt avec d'autres émoticônes, c'est beaucoup plus sympa, ça donne plus de couleurs au niveau des vidéos. Ben, ça fait presque 1 heure que je parle, donc c'était vraiment, voilà, j'ai pas eu trop de commentaires. N'hésitez pas, hein, si vous avez un point que vous voulez que je joue un peu plus. Félicitations à Sébastien Monnier, voilà, le président de l'association SEO Camp, Émeric aussi Bouilla, qui a fait un bon boulot, je trouve, encore cette année, sur la qualité des conférences. Alors bien sûr, ce sont des conférences, hein, c'est pas des formations évidemment. On prend des informations, on n'en prend pas. On peut faire aussi du réseautage, c'est aussi sympa. Petit coucou aussi à Laurent Perra, petit coucou à Daniel, Aristide aussi, voilà, à Zora, que j'ai pu rencontrer, des équipes aussi comme Trustpilot qui sont assez sympas aussi, que j'ai rencontré. L'organisation était sympa. J'ai trouvé que le 4e buffet était assez sympa, permettait un peu d'avoir moins de monde. Donc voilà, une organisation qui est de plus en plus bonne, une bonne ambiance, toujours une bonne ambiance de networking au sein. Donc bah voilà, je suis assez satisfait de ce SEO Campus 2017, comme j'avais été en 2016. Par contre, je n'avais pas du tout été en 2015. J'étais pas très très content du truc en 2015, mais bon, il faut le dire, hein, quand c'est bon, quand c'est pas bon, il faut le dire aussi. Non, 2017 c'est encore un bon cru, vraiment sympathique. Je vous conseille d'y aller. Voilà. Et puis bah moi sinon le prochain event
que je vais faire et je vous conseille de venir, hein, pourquoi pas. Ça sera l'event fin de l'année. Il y aura à Nantes le Measure Camp avec Ronan. Euh, Chardonneau sur le Measure Camp, sur le Digital Analytics en général. Donc qui va être fin d'année, courant novembre-décembre. Et puis il y a aussi le WP Tech, voilà, Daniel, Rock, voilà. Et puis va y avoir aussi un ASO Campus à Nantes, organisé avec Guillaume Degré aussi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, commenter, liker, partager. Si vous avez plu, si ça pas plu, bah dites-le aussi, hein. Voilà. Je suis prêt aussi à vous écouter. J'ai fait ça un samedi matin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais vous pouvez le regarder en replay. Allez, sinon, ben, à une prochaine. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous souhaite tout ce qu'il faut en référencement, en position, en réseaux sociaux et en pub, enfin tout, quoi. Allez, boostez vos sites. Ciao.